C'est parti. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Élise pour l'accueil. Bonjour à toutes et à tous en direct là maintenant, puis ceux qui reverront aussi le webinaire sous forme d'enregistrement. Voilà, donc bonjour à Marie Danel qui est la présidente du groupe scientifique du prochain congrès qui aura lieu à Lille en mai 2025. Et tu diras un mot tout à l'heure, Marie, enfin tu peux déjà dire Oui, alors quelques déjà, mots. Bernard, c'est en juin, 18 au 20 Ah, juin. Donc, notez déjà ah. bien ces dates-là. Et bienvenue à tous. Merci Marie. Et puis bonjour à Bertrand. Et merci Bertrand d'être encore là cette année, hein, puisque c'est la deuxième année que, donc, que nous faisons et que tu fais ce webinaire. Il avait été demandé un petit peu par plusieurs personnes. Alors je vais d'abord présenter Bertrand Sardin, qui est au départ a travaillé longtemps comme anesthésiste et puis aussi pendant de nombreuses années comme médecin en soins palliatifs au CHU de Limoges. Et en plus de la clinique, Bertrand a beaucoup publié, hein, dans pas mal de revues sur toute une série de thèmes, et il a aussi beaucoup communiqué oralement et par écrit à différents congrès, dont celui de l'ASFAP. Et donc, merci Bertrand de faire encore profiter de tes connaissances et de ton expérience. Je dis encore parce que tu es jeune retraité. Et donc, tu es évidemment à ce titre un très bon interlocuteur pour voilà, présenter ce webinaire dont le principal objectif est de donner envie et de rassurer celles et ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas encore trop l'habitude et qui veulent communiquer au Congrès. Et puis, le deuxième objectif, c'est de donner des repères pour vous aider à rédiger, hein, de façon adéquate un résumé et peut-être aussi éviter des erreurs voilà, qu'on a tous fait quand on débute, qu'on n'a pas trop l'habitude. Voilà. Et ces erreurs qui pourraient, alors que le contenu est valable, entraîner un refus de communication, ce qui est toujours un peu dommage. Alors le choix des résumés, eh se fera par le groupe scientifique qui est présidé cette année par Marie Danel. Et voilà, donc maintenant, Bertrand, je vais te donner la parole à peu près jusqu'à 19h, 55 minutes. Hein, et après, nous, on va disparaître, Marie et moi, et puis on réapparaîtra pour te poser les questions que les participants auront posées. Donc, je rappelle que vous êtes invités à poser les questions dans le Q et R, questions et réponses, et le chat, c'est pour dire bonjour, pour faire quelques... Voilà, mais les questions plutôt dans Q et R. Voilà, tu as la parole pendant environ 55 minutes. À tout à l'heure, Bertrand. Et, ah oui, et donc tu me diras quand tu veux que je change les Ouais, diapos. d'accord. Merci Voilà. Bernard pour cette présentation très valorisante. C'est vrai que j'ai publié surtout parce que je pense on peut partager sur beaucoup de choses et voilà. Je voulais aussi remercier Marie Danel qui est donc, comme tu l'as dit, une des présidentes du congrès, du conseil scientifique du congrès ou du comité scientifique du congrès. Et pour sa disponibilité, et ce qui prouve bien que, en fait, le partage des choses est un des axes importants de ce congrès. Merci beaucoup, Marie, d'assister à ce topo et tu interviens quand tu veux. Diapo suivante. Donc, les objectifs de ce web séminaire, c'est vous convaincre de trois choses. C'est que vous avez sûrement des choses à partager sur des sujets très divers, qui peuvent être des expériences qu'on appelle le good feeling, c'est-à-dire ce ressenti viscéral que nous avons comme soignants, comme bénévoles. Vous avez aussi peut-être fait des travaux, que ce soit des travaux scientifiques pour vous-même ou des travaux dans le service pour améliorer les choses. Ben, ça peut être un partage à faire parce que les stages par comparaison nous ont montré que chaque service avait des choses à apprendre aux autres services. Soumettre un abstract, c'est en fait assez simple. Ça coûte pas cher, ça peut rapporter gros en termes d'intérêt. Et en fait, il suffit de... Ah, on voit que tu es en train de consulter tes mails là. Je suis désolé, Bernard, tu vas pas pouvoir faire deux choses à la fois. Et il suffit de suivre quelques règles simples. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, la SFAP, je pense, c'est une
société savante un peu particulière qui a certes un rôle de société savante pure, c'est-à-dire promouvoir des travaux pour faire augmenter les connaissances scientifiques, mais c'est une société savante aussi qui donne toute sa place à à toutes les différentes composantes de sa diversité et qui peuvent être des composantes qui n'ont pas l'habitude de partager de travail. Un dernier petit mot aussi sur cette introduction, c'est que si vous êtes infirmière, si vous êtes aide-soignante, si vous êtes kiné, psychologue, et que vous débutez dans la profession, ben, vous avez sûrement fait un mémoire et ce mémoire est peut-être intéressant à partager. Et donc, vous avez déjà fait le gros du travail, il suffit juste de le présenter. Diapositive suivante. Diapo suivante. Donc, pour l'appel à communication, je vous ai mis l'appel à communication du congrès de Lille. Marie nous en parlera peut-être un peu plus après, et qui rappelle bien que ce congrès, en fait, eh bien, il est fait pour partager nos expériences et on n'est pas obligé chaque fois de viser le prix Nobel. Alors, quels sont les modes de communication dans un congrès? Eh bien, il y a des communications qui sont sollicitées par les organismes qui font le congrès, les comités scientifiques. Ce sont les plénières et les rencontres avec experts. On sollicite des auteurs qui sont reconnus dans leur partie pour leur expertise sur le sujet sur lequel on veut communiquer. Les communications orales ou les posters, eh bien, c'est vous qui les faites puisque c'est les auteurs potentiels qui soumettent leurs propositions au comité de lecture sous forme d'un résumé. Donc, il y a trois choses à savoir. Il y a une date limite de soumission que Marie nous rappellera, qui est généralement fin octobre, début novembre. Il y a un format standardisé et il y a une grille de notation qui est standardisée aussi, de façon à ce que tout le monde soit jugé de la même façon. Et puis, en fait, il y a d'autres modes de communication. Si vous êtes membre de la FAP, vous avez les collèges de la SFAP et il y a des collèges pour toutes les professions et toute la diversité des membres de la SFAP. Et ça permet de travailler ensemble à des sujets qui importent un peu l'ensemble de notre profession. Et puis, il y a surtout au niveau du congrès, je pense que c'est très important, toutes les rencontres informelles que vous pouvez faire et qui sont essentielles. Et quelqu'un partage sur un sujet, vous rencontrez un expert, vous lui dites, je suis très intéressé là-dessus. Si jamais vous retravaillez, vous faites une étude, j'aimerais participer. Voilà, vous pouvez échanger des coordonnées, vous pouvez les rencontrer autour d'un café, après un exposé, aller les voir. Au moment du repas, n'hésitez pas à vous présenter, n'hésitez pas à solliciter les gens, y compris les membres du conseil scientifique du congrès, qui auront une espèce de chasuble qui permettront de les identifier. Diapositive suivante. Alors, je pense que vous avez des choses à partager. En annexe, à la fin de ce diaporama, je vous ai mis tout un tas d'exemples visuels, mais vous pouvez partager sur la richesse de votre métier, ces aspects méconnus. Je pense à un poster d'une assistante sociale à Bordeaux qui était superbe. Vous pouvez pouvoir partager sur un cas clinique qui pointe une faille d'un équipement ou une faille d'une organisation ou un questionnement d'équipe, voir le poster IDE. On en verra un aussi dans les exemples commentés. Vous pouvez avoir une expérience d'aménagement de l'espace et par exemple, voir le poster sur les jardins thérapeutiques. Il peut y avoir aussi la gastronomie palliative en do-it-yourself, c'est-à-dire en fait comment avec des petits moyens améliorer la présentation des repas hospitaliers qui sont pas très glamour. Diapositive suivante. Bien sûr, il y a des freins à la communication parce qu'au début, on dit, comme disait Annie Corday, je voudrais bien, mais je peux point, c'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Détrompez-vous. Détrompez-vous, il y a de très belles communications qui sont faites par des gens très simples qui parlent parce que, comme le disait Boileau, dans l'art poétique, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, si c'est quelque chose que vous possédez, eh bien, vous pouvez le partager. Diapositive suivante, parce que évidemment, quand on imagine de publier dans un congrès, on recherche un prix Nobel, on recherche une communication, je ne sais pas moi, les applaudissements du public, une standing ovation. Et en fait, ce qu'on craint, diapositive suivante, c'est plutôt ben, la charge de travail, le fait de ne pas y arriver, de s'engager dans quelque chose qu'on n'arrivera pas à mener, une espèce de burn-out scientifique. Et surtout, on craint que la communication ne plaise pas et qu'elle soit pas sifflée, pas huée, mais qu'elle ne plaise pas et que vous n'ayez pas le retentissement que vous espérez. Diapositive suivante. En fait, et Marie nous rappellera,
tous les jeunes auteurs sont écoutés avec beaucoup d'attention et beaucoup de bienveillance. Donc, j'espère qu'avec ces quelques exemples que vous reverrez, vous serez convaincu qu'on peut communiquer sur tout, mais pas sur n'importe quoi et surtout pas n'importe comment. Et le but un petit peu, c'est de vous montrer comment présenter cette amorce de la communication qui est l'abstract que vous allez soumettre au congrès. Diapositive suivante. En fait, pour communiquer, il faut suivre des règles simples. Utiliser une structure formalisée, qu'on va voir, qui est structurée. Formalisée, ça veut dire structurée, introduction, développement, thèse, antithèse, synthèse. C'est un peu comme ce que vous avez appris à l'école. On utilise aussi une typographie formalisée qui sert surtout aussi à permettre il y ait une homogénéité quand que les résumés seront publiés. Donc, vous n'êtes pas obligé de savoir si vous allez utiliser un script, une anglaise à l'ancienne, le gras, l'italique, etc. C'est formalisé. Et pour le juger, eh bien, les gens qui jugeront vont vous juger sur 8 points que l'on va voir et qui vous permettent de savoir sur quel point il faut travailler sa présentation. Et la SFAP vous met des modèles à disposition ainsi que des conseils. Diapositive suivante. Donc, la présentation, elle a une certaine structure. Si vous présentez un travail scientifique, c'est-à-dire euh, l'évaluation d'un médicament chez une certaine population de patients, etc., vous allez suivre un modèle qui s'appelle IMRAD. Ça veut dire que votre abstract devra être structuré avec une introduction, l'exposé des méthodes, les résultats et la discussion. Donc, c'est en anglais. Je ne vous le dis pas en anglais parce que je parle comme une vache espagnole, mais voilà. La deuxième possibilité, vous allez partager un travail qui est plus quelque chose de l'ordre du vécu, d'un projet de service, qui est pas scientifique, qui est de l'ordre de l'expérience, de l'humanisme, de l'essentiel, de la pratique, etc. Et vous adopterez une forme peut-être un peu plus souple, mais qui devra comprendre toujours 3 parties importantes. L'introduction, bien sûr, la conclusion qui contient la discussion, les perspectives qu'offre votre travail et une partie intermédiaire qui sera la narration factuelle, les éléments réflexifs qui remplacent méthode et résultat. Diapositive suivante. Il y a des règles typographiques simples qui sont résumées aussi dans la page de soumission de l'abstract. Grosso modo, vous avez jusqu'à 2000 à 3000 caractères en comptant les espaces. Et au niveau de votre traitement de texte, tout à fait en bas ou dans les outils, vous pouvez sélectionner l'ensemble de votre texte et vous avez le nombre de caractères que vous avez utilisé. La police, c'est celle dite Arial 11, qui est une police très classique. La bibliographie est incluse dans la comptabilité des caractères. Elle comporte au maximum 3 références. Et vous pouvez indiquer, et c'est intéressant d'indiquer 3 mots-clés qui permettent de situer l'article et d'aider à le classer. Et on vous demande de le présenter sous format avec Office, c'est-à-dire le format Word. En pratique, pour faire simple, titre, auteur, résumé, bibliographie doit ne pas dépasser une page dactylographiée au maximum. La première règle typographique, c'est utiliser des phrases courtes. Sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. Une phrase ne doit pas faire plus d'une ligne et demie. Car la littérature scientifique et la littérature de communication dans un congrès, ce n'est pas de la littérature, mais c'est de la science mise en mots. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas des effets de manche, des effets de style, on ne cherche pas de punchline, etc. On expose des faits, on expose des idées, on les expose de façon simple, compréhensible, avec des mots simples aussi. Ça évite d'employer des grands mots ronflants, etc. Diapositive suivante. Donc, première règle, phrase courte. Sujet, verbe, complément, j'y reviendrai. Je ne sais pas si vous le voyez bien, cette diapositive vous montre sur les 8 thèmes sur lesquels vous allez être jugé, c'est-à-dire vous allez être jugé sur le titre, sur la présentation, sur la pertinence, parce que on va prendre en compte l'introduction, le contexte, la problématique. Ça, c'est à peu près la même structure que ces 3 mots pour 3 questions différentes. La méthodologie, c'est le mode d'emploi, c'est ce qui permet de comprendre comment vous avez construit votre travail, si c'est un travail scientifique.
Et c'est très important parce que ça permet éventuellement de pouvoir reproduire les résultats parce qu'on se rend compte que quelquefois les résultats ne sont pas pareils dans des études et on va chercher à comprendre pourquoi ils sont différents dans des études qui ont à peu près le même mode d'emploi. La restitution des résultats, les résultats, c'est l'élément essentiel, c'est sur ça que vous communiquez, c'est ça l'intérêt. Alors ce résultat, ça peut être aussi la réflexion éthique, philosophique que vous avez menée. Elle répond à la question que vous avez posée dans le contexte et la problématique. Euh, Elle peut, la discussion peut indiquer aussi les limites de votre étude en disant, ben voilà, voilà les résultats qu'on a, mais il y a quand même un certain nombre de biais. Et surtout, la conclusion que vous allez faire doit ouvrir sur les retombées sur la pratique ou les perspectives de développement ou d'implémentation de l'étude que vous avez faite. Et enfin, ce qu'il faut savoir, les références bibliographiques, elles doivent être pertinentes, elles doivent être récentes et elles doivent aider à la compréhension, soit à la compréhension du contexte, soit à la compréhension de la méthodologie, soit à la compréhension du résultat et à la discussion de ce résultat en vous comparant à la donnée de la littérature. Mais voilà. Il faut savoir aussi que donc, les résumés sont lus par un comité de lecture qui est composé de 4 groupes et chaque groupe comporte un médecin, un soignant et un bénévole de façon à ce qu'il y ait un panel de gens qui regardent le truc, que ça ne soit pas jugé que par des médecins, etc. Il faut savoir aussi que les présidents du comité scientifique et les présidents du comité d'organisation lisent tout tous les résumés qui sont présentés et les notes et donnent leur avis. Et s'il y a un avis un petit peu hésitant du groupe de lecteurs qui ne sait pas ce qu'il faut faire, s'il faut mettre en communication orale ou en poster, ou au contraire l'accepter ou le refuser, eh bien, c'est eux qui vont apporter l'arbitrage final, si je puis dire. Donc, leur rôle est essentiel et comme la présence de Marie Danel vous garantit que ce rôle essentiel, il est fait avec beaucoup de bienveillance pour les auteurs qui sont nouveaux et voilà, et que euh, une erreur de style, une erreur de frappe, des choses comme ça ne seront pas forcément retenues à charge contre vous, mais on tient compte aussi de qui présente quoi. Diapositive suivante. Donc, la SFAP vous fournit tout un tas de conseils et de consignes que vous trouverez sur ce lien-là. Et elle vous fournit aussi 6 modèles de résumé type qui ont été sélectionnés par le comité scientifique de la SFAP lors d'un congrès, qui sont téléchargeables. Et comme ça, vous pouvez voir un petit peu la structure pour savoir comment vous allez présenter le vôtre. Vous pouvez aussi lire dans les actes des congrès que vous trouvez sur le site du congrès de la SFAP les congrès et les résumés sélectionnés et même voir les posters qui ont été présentés. Donc vous allez pouvoir comparer ce qui se dit dans la communication et c'est ce qui est dit dans le poster, qui est un mode de communication extrêmement simple parce il offre toute une créativité que la communication orale ne laisse pas toujours. Diapo suivante. Donc, vous posez la question, est-ce que je voudrais soumettre un abstract à la fac, à la SFAP, pardon. Et la première question est, qu'est-ce que vous souhaitez partager? Et la deuxième règle que vous devez vous fixer, c'est, j'ai une problématique, je pose une question et je fournis une réponse. Je ne veux pas poser des questions à tous azimuts et fournir des réponses tous azimuts. Donc, une question, une réponse. Euh, une technique, une description, etc. Et la première règle que je vous ai citée, sujet, verbe, complément, point, sujet, verbe, complément, s'applique aussi à cette question et à ses réponses. Diapositive suivante. Donc, dans les exemples que vous donne la SFAP, elle vous donne 3 ou 4 types de communication. La première s'appelle les études de pratique. Qu'est-ce que c'est qu'une étude de pratique? C'est une réflexion sur une situation concrète puisque c'est de la pratique, par rapport soit de nouvelles normes, soit de nouvelles techniques qui apparaissent, soit de nouveaux moyens techniques qui apparaissent, et soit qui posent un questionnement éthique
par rapport à ces nouvelles normes, à ces nouvelles techniques. Faut-il les utiliser? Sont-elles utilisables au domicile ou uniquement à l'hôpital, etc. Ce questionnement induit une réévaluation, un changement ou non des pratiques professionnelles. Par exemple, la survenue de la loi de 2016, vous le verrez, a pu amener un changement des pratiques par rapport à la sédation. Donc, il y a deux approches dans toutes ces questions qui parlent de la médecine en général. Il y a deux approches possibles. Une approche quantitative, ça, c'est les faits. On exprime les résultats en chiffres, en statistiques. C'est un peu comme dans la cuisine, quand on exprime les résultats en grammes, en litres, en millilitres, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement régulé et les statistiques permettent de savoir si une différence que l'on retrouve est statistiquement significative, c'est-à-dire est-ce que cette différence peut être le fruit du hasard ou au contraire, est-ce qu'on peut affirmer que cette différence est un fait prouvé et qui n'est pas le fruit du hasard. Et puis, vous avez des études qualitatives qui sont des études beaucoup plus descriptives et qui se fondent sur des interprétations. Et du coup, on s'exprime avec des mots. Euh, voilà, les patients pensent que, etc. Voilà, c'est une impression, ça donne, une étude qualitative donne plutôt une photo de ce qui est fait, plutôt, plus exactement de ce qui est vécu à un instant donné par rapport à une étude quantitative où on va chercher des chiffres comme dans une enquête, par exemple dans une enquête d'opinion, etc. Diapositive suivante. Alors voici deux exemples de diapos de choses. Alors, comme vous ne le voyez pas, j'ai tiré moi j'ai tiré donc le premier exemple qu'on vous propose, c'est la sédation par gaz de l'âme, étude rétrospective descriptive dans un comité de lutte contre le cancer sur 2014 et 2015. Donc déjà, vous voyez que le titre est court et qu'il informe sur ce que va être, pardon, sur ce que va être ce topo. Euh, on voit qu'il est bien structuré. Il y a contexte, c'est-à-dire l'introduction et la problématique. Il y a la méthode qui est utilisée, les résultats, la conclusion et une bibliographie. Donc la structure est respectée. Le titre, donc, il est court, informatif. La structure, elle est bien faite. Les phrases sont courtes, donc c'est facile à comprendre. On n'a pas besoin de relire la phrase 50 000 fois pour savoir où on va. Le contexte, c'est celui d'une étude rétrospective qui va donc permettre d'analyser les pratiques anciennes par rapport à de nouvelles règles et qu'est-ce qu'il va falloir changer. La méthode, c'est une étude des caractéristiques de ce qui se faisait avec l'étude des paramètres. Les résultats sont complets, détaillés, exprimés sous forme de pourcentage avec une significativité. Euh, Et la conclusion répond à la question posée, qui est la question posée, c'était de faire un état des lieux de la pratique au vu des nouvelles règles posées par la législation de 2016. Et la conclusion répond à la question posée en disant, ben, effectivement, il va falloir qu'on s'adapte pour respecter, notamment en termes d'information, etc., etc. Voilà, diapositive suivante. Donc, vous voyez, c'est un poster de pratique qui fait le bilan d'une pratique par rapport à une nouvelle norme. Diapositive suivante. Alors, la diapositive suivante, donc c'est la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès. Y a-t-il un tabou de l'induction? Alors déjà, quand on regarde, déjà le titre, il est percutant. C'est, le titre est percutant. Mais par contre, quand on regarde le texte de la on voit qu'il n'est pas très structuré. On arrive au fil de la lecture à comprendre qu'il s'agit d'une réflexion à partir d'un cas clinique, mais qui a un intérêt général du fait de la question que pose cette problématique. Mais en fait, la problématique, elle n'est pas exposée très simplement. Vous voyez que ça prend plus de la moitié du texte de l'abstract. Ensuite, bah, du coup, il n'y a plus de place pour expliquer la méthodologie. On comprend que c'est une étude rétrospective sur 18 mois, mais on ne sait pas combien de dossiers ont été explorés. Et comme c'est une étude sur dossier, on ne sait pas quels ont été les critères d'évaluation. Combien de dossiers n'ont pas été exploités parce que les critères pour l'exploitation n'étaient pas respectés. Voilà. La littérature à laquelle se confrontent les gens, on ne sait pas quels sont les mots-clés. Donc, c'est une littérature très, très large, tabou, induction, etc.
Et dans la discussion, à mon sens, en lisant, ben, on ne comprend pas quelles sont les indications de l'induction par rapport à l'indication de la sédation profonde continue maintenue jusqu'au décès, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes choses dans la pratique. Quelle est la différence du coup entre une sédation continue maintenue jusqu'au décès et une sédation titrée adaptée? Utilisent-ils Cédapal pour classifier justement leur pratique? Et enfin, la bibliographie n'est pas conforme parce que pour les questions qui relèvent d'un document qu'on peut trouver sur Internet, ben, le lien Internet n'est pas donné. Euh, et pour le document qui relève de la médecine palliative, ben, par exemple, on ne sait pas quel est le volume. Enfin voilà, il n'y a pas le. Voilà. On sait qu'il y a cet article-là, mais il va falloir qu'on. Et pourtant, ben, cet article pose une vraie question. Cette question a un vrai impact humain et pratique, et notamment pour la pratique dans cette unité où l'induction brutale, enfin brutale, l'induction rapide pouvait poser un questionnement important et limiter peut-être l'adhésion pratique. Diapositive suivante. Diapo suivante. Donc la deuxième façon de présenter un résultat, c'est des résultats qui correspondent aux résultats d'un travail de recherche. Là encore, deux approches, quantitatives, les faits et les chiffres, ou qualitatives, les interprétations et les mots. Comme c'est un travail de recherche, il a déjà été fait. Donc, a priori, le contexte, vous savez de quoi vous parlez, puisque c'est lui qui a justifié la recherche que vous faites. La méthodologie, elle est déjà construite et a priori, si c'est un travail de recherche, c'est un travail qui est à but de publication, donc elle est construite selon les règles des publications. Et l'objectif est de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse de recherche, qui est votre objectif principal et qui sera le questionnement que vous allez poser. Les résultats, vous les avez parce qu'on ne publie pas dans un congrès un travail de recherche dont on n'a pas les résultats. Diapositive suivante. Donc là encore, deux exemples. Alors, le premier exemple, c'est la nutrition parentérale chez les patients en phase palliative de cancer. Le titre est court, mais il n'est pas vraiment représentatif du projet parce qu'il est trop général. Parce que ça, c'est le titre d'un cours complet sur la nutrition parentérale chez les patients atteints de cancer. On ne voit pas trop l'objectif du projet. Il est structuré de façon classique, but et contexte, méthode, résultat, discussion, perspective. Donc ça, la structure est pas mal. Par contre, personnellement, je trouve que les phrases sont un peu longues et surtout la problématique se centre sur deux questions, l'interaction du patient et des proches et le rôle de la peau. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans l'intérêt de la question. Les méthodes pourraient être plus claires parce que c'est pas très clair. Est-ce que c'est la continuité d'une étude d'Alimca ou on se rend compte que cette étude d'Alimca qui a été publiée il y a quand même assez longtemps, mais qui a été publiée n'aborde pas certaines questions et donc on veut compléter entre continuité et compléter des aspects. Bon, on voit que c'est une étude qui est de type qualitative et donc on ne sait pas combien d'entretiens ont été faits, ce qui est important pour arriver à la saturation des résultats. Et elle pose une question sur un concept psychanalytique assez compliqué qui s'appelle le moi-peau et qui n'est pas facile à cerner. Les résultats, ben, en lisant cet abstract, les résultats sont difficiles à évaluer. On ne sait pas si les résultats prennent en compte les résultats de l'étude précédente ou pas. C'est une question qui est une approche très psychanalytique du problème de l'alimentation parentérale. Et en fait, à part deux phrases qui sont des affirmations, ce ne sont pas des réponses aux deux questions qui sont posées au début. Donc, c'est vrai que ce sujet est sélectionné par le conseil scientifique, mais moi, je trouve qu'il est presque un peu un contre-exemple des choses et il est très difficile du coup à noter parce qu'on ne comprend pas exactement où l'auteur veut en venir. Diapositive suivante. Alors,
donc le titre, c'est Fin de vie de 300 patients suivis en médecine générale, étude descriptive ESTIA. Donc on voit que le titre est court, il est descriptif, c'est la fin de vie chez 300 patients en médecine générale et c'est une étude descriptive. La structure est classique, les phrases sont courtes et claires. Voyez, si on veut être critique, on pourrait dire la période de l'étude, donc son amplitude n'est pas explicitée. Les résultats décrivent bien la population qui est concernée, la problématique, décrit bien aussi la méthodologie de l'évaluation de la prise en charge et donne les quatre trajectoires qui découlent de cette prise en charge. Et les conclusions pointent un peu l'intérêt pour les soins palliatifs de médecine générale, parce qu'en fait, les soins palliatifs en médecine générale, on n'en entend pas beaucoup parler. On est appelé, nous, médecins de soins palliatifs, plutôt pour leurs défauts, mais en fait, on ne voit que des fragments. Et c'est intérêt, et ça va permettre de développer des soins primaires. Après, les questions qui seront posées, c'est pourquoi y a-t-il des hospitalisations tardives ou au contraire, comment peut-on faire pour le maintien en EHPAD, etc. Diapositive suivante. Donc, vous voyez, c'est un sujet pratique, très simple. Donc, la revue de littérature. Alors ça, c'est un exercice qui est complexe, qui est difficile, parce que ça demande de la maîtrise des interrogations des bases de données. Une fois que vous avez interrogé les bases de données, ça demande de savoir filtrer les publications. Alors généralement, on filtre en trois stades. D'abord par les titres, est-ce que le titre correspond bien à ce que l'on veut voir? Ensuite par la lecture des abstracts. Et enfin, quand on a éliminé les abstracts dont le sujet ne correspond pas à ce que l'on veut chercher, il y a la lecture des articles retenus, leur analyse, la synthèse, etc. Il y a une version light qui est la mise au point de l'actualisation des connaissances. Il y a déjà eu des revues de littérature qui ont été faites, mais elles sont assez anciennes et on veut voir s'il y a des choses nouvelles pour remettre au point les connaissances sur ce sujet. Généralement, on ne se lance pas dans une revue de littérature comme première présentation à la SFAP, si je puis dire. Diapositive. Et pourtant, on peut présenter un sujet. Donc là, c'est une revue de littérature sur le midazolam intranasal en soins palliatifs. Donc là, quand on regarde, le titre est court, il est informatif. La structure est classique, but et contexte, méthode, résultats et discussion, perspective. La structure donc est correcte, les phrases sont courtes, elles sont compréhensibles. L'intérêt pratique est évident parce que on a vu le développement qu'a pu avoir l'administration intranasale par le dispositif MAD dans la suite. La revue de la littérature, bon, il y a des mots-clés qui sont décrits dans la méthode, mais on ne sait pas si les mots-clés sont en anglais, sont les mots-clés en français, quel est le mixte des deux. Et surtout, dans la méthodologie, en fait, on ne connaît pas quels sont les critères d'inclusion ou d'exclusion des articles. Les résultats nous disent qu'ils ont lu 170 abstracts. Donc, est-ce que c'est les résultats qui sont publiés uniquement sur des abstracts? Ça, ce n'est pas une revue de littérature, c'est un dégrossissage. Ou alors, est-ce qu'ils ont sélectionné des articles à partir de 170 abstracts? Vous voyez, ce n'est pas très, très clair. Par contre, les résultats incitent sur la faisabilité et la rapidité d'action pharmacologique du midazolam. L'intérêt aussi de cette étude, c'est que beaucoup de choses avaient été publiées chez l'enfant et pas chez l'adulte. Donc, et ça ouvre des perspectives. Le seul autre petit reproche qu'on aurait pu faire, c'est que dans cette administration intranasale, on ne sait pas si c'est la nébulisation, si c'est l'administration à la seringue qui correspond un petit peu à un lavage nasal par le médicament. Diapositive suivante. Donc, une autre méthode pour non, un autre type de résumé que vous pouvez présenter, c'est un retour d'expérience avec une analyse réflexive et argumentée. Il vous arrive quelque chose et vous en tirez une conclusion. Exemple, Alexander Fleming, il revient d'un week-end, il trouve sa boîte de pétri
avec des moisissures, mais pas partout. Il en réussit, ça nous amène à la pénicilline. Donc, c'est souvent un cas clinique qui amène à une réflexion argumentée, que cette réflexion soit éthique, pratique, scientifique, qu'elle montre une défaillance, qu'elle permette une amélioration de la pratique. Voilà, le champ est assez large. Diapositive suivante. Quelques exemples encore. Alors, retour d'expérience, l'attachement palliatif, un tabou dans le soin. Le type est clair et il pose la question de la réflexion. Est-ce qu'il y a un tabou à s'attacher au malade? La structure est OK, les phrases sont claires et accessibles pour un sujet réflectif, euh, c'est assez c'est important. Méthode, résultat et discussion, ben, c'est un retour d'expérience. Il y a une analyse de la réflexion, il y a une discussion sur les outils qu'on peut mettre en place pour juger un peu de l'implication. La conclusion est pertinente et la bibliographie, par contre, mériterait d'être un peu plus travaillée dans la présentation parce qu'elle ne répond pas aux normes internationales, mais ce n'est pas très, très grave. Diapositive suivante. Donc pour résumer un petit peu ce que je dis, c'est la critique est facile. C'est facile de critiquer quand c'est pas vous qui écrivez. Euh, et et il, il est difficile de penser qu'on va pouvoir présenter un abstract parfait du premier coup, euh, surtout si on n'en a pas fait. Mais que cela ne doit pas vous arrêter. Par contre, à mon avis, il y a un certain nombre de choses qu'il faut sûrement pas faire parce que euh, ça va pénaliser votre travail. Il faut pas alambiquer. Il faut essayer d'éviter ou les abréger de votre spécialité. Par exemple, le moipeau, moi, honnêtement, ça ne m'a pas vraiment parlé. Et quand j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé que c'était quand même un concept assez difficile pour le résumer en deux mots. Euh, Ne pas structurer votre texte à minima. Essayez de faire contexte, méthode ou problématique, comment vous avez réfléchi, les résultats, la discussion, etc. Et comme dit Marie en parlant de François Hollande, ma grand-mère disait, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et c'est vrai que quand, l'abstract est flou, ben on ne sait pas ce que veut dire, on ne sait pas ce que va présenter la personne qui soumet l'abstract, et du coup, on a tendance à être un peu sur le reculoir et peut-être à le juger un peu plus sévèrement. Diapositive suivante. Alors, ce qu'il ne faut pas faire par l'exemple. Alors là, c'est pour moi un cas assez typique. De l'impuissance face à la souffrance au pathos avec. Ça, c'est le titre. Déjà, le titre me paraît assez peu compréhensible en termes, bon, on comprend bien le mot impuissance, mais si on veut pinailler, s'agit-il de l'impuissance sexuelle, de l'impuissance devant une situation, de l'impuissance devant la maladie, de l'impuissance face au médecin, etc. On comprend pas. Et le pathos avec, c'est est-ce que ça veut dire faire avec euh, euh, est-ce que ça, il va falloir négocier avec sa maladie, avec les traitements? Je n'ai pas très bien compris. Quel est le type d'exposé? Qu'est-ce que ça va être le type d'exposé? Parce que euh, on voit pas vraiment, on voit pas vraiment très bien où ça va aller. Quelle est la structure de l'exposé? Comment va être extrait? Qu'est-ce que c'est que ce pathos avec? Je vous l'ai dit. Euh, Quelle application pratique dans la pratique quotidienne d'une infirmière, d'un psychologue, sûrement il y en a probablement plus, d'un médecin, etc. Ah, Comment le faire paraître clairement? Oui, Bertrand, on t'avait un peu perdu, non? C'est toujours là? oui, oui, je suis toujours là. Ah, ou c'est peut-être, je sais Et pas ma- si le problème était chez moi ou chez toi, mais c'est bon. Citrix Recever. Là, tu m'entends?
Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Euh, donc voilà, c'est un exposé qui est probablement intéressant, probablement bien construit, mais en lisant l'abstract, c'est un exposé qu'on peut pas, enfin, que moi je n'aurais pas sélectionné, que j'aurais refusé parce que, petite erreur aussi, mais qui ne compte pas. Il y a trois références qui sont indiquées dans le texte, il n'y en a que deux dans la bibliographie. Mais surtout, c'est que voilà, en lisant ces choses-là, je ne comprends pas ce que veut dire le patient, ce que veut dire la personne. Voilà, pour moi, c'est très confus et c'est pas à faire. Diapositive suivante. Alors, c'est le score pronostic pronopal, connaissance, pertinence et nouvelles indications. Apparemment, la structure est OK. Le contexte, ben, pour moi, il est un peu hors sujet. Il n'introduit pas vraiment le sujet. La méthode, c'est la méthode de comparaison des deux études, 2008-2017. Est-ce que c'est l'annonce d'un travail en cours? Les résultats sont pas informatifs. Les courbes de survie sont obtenues comment? Je ne sais pas. La discussion, il n'y a pas vraiment de discussion sur les résultats. Euh, et dire comme premier objectif d'un facteur pronostic précoce, c'est-à-dire quand le malade est encore presque ambulatoire, euh, est-il de savoir s'il faudra sédater ou pas sédater, ça me paraît complètement hors de propos. Enfin, pour la petite histoire, la bibliographie n'est pas homogène et c'est un topo qui fait 3500 caractères, donc qui normalement dépasse un petit peu. Tu m'entends toujours? Oui, oui, on t'entend, Bertrand. Ah bon, parce que je vois connexion interrompue, Citrix sévère. D'accord. J'espère que les Donc, autres t'entendent, mais je t'entends. je continue alors. Diapositive suivante. Diapo suivante, Bernard, s'il te plaît. Merci. La mort comme processus naturel est-elle un concept éthique pertinent? Vaste question. Voilà, là encore, on ne sait pas quel est le mode de structure. Je n'ai pas réussi à suivre le mode de raisonnement. Je n'ai pas identifié réellement les arguments. Est-ce que le but de cette communication est-il un but orienté en termes d'éthique politique, d'éthique sociétale, d'éthique soignante? On n'a pas vraiment de référence. Euh, donc, voilà, c'est l'exemple d'un questionnement qui est sûrement intéressant, mais doit-il être sélectionné pour un congrès alors qu'on ne voit pas trop où ça va aller et le développer par cette personne, je ne sais pas. Diapositive suivante. Alors, c'est le dernier exemple, et c'est un exemple intéressant parce que c'est un projet d'une équipe et ils commettent des erreurs en l'exposant, c'est dommage. Donc, le thème du poster, c'est formation en soins palliatifs des soignants exerçant en EHPAD, en HAD, pardon, en HAD. Le sujet est intéressant, la structure est OK, introduction, méthode, résultats et discussion, conclusion, c'est OK. Le problème, c'est que la méthode expose le contenu de la formation et non pas la méthode d'élaboration des résultats. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les résultats. C'est un petit peu court de dire que juste le nombre de soignants qui ont bénéficié de cette formation, puisque ce sont des soignants un peu contraints, puisqu'ils appartiennent à cet organisme qui fait la formation. Et, les résultats sont un peu courts de dire retour très positif. Il faudrait savoir pourquoi le retour est positif, quels sont les arguments pour, les arguments contre. On ne sait pas s'il s'agit d'une analyse qualitative ou quantitative de ces résultats. En fait, la discussion, il parle, bon, on ne voit pas les limites de cette analyse, peut-être les limites de la formation en termes de temps, de coûts, etc. Et il parle d'outils innovants, mais on ne sait pas quels sont les outils ou les méthodes pédagogiques innovantes. Donc voilà, c'est quelque chose qui
qui appâte un petit peu, mais qui ne répond pas à la question qu'il pose et qui laisse un peu sur notre interrogation. Alors, on va voir quelques étapes vite fait pour écrire un abstract. Je me suis essentiellement basé sur ce qui vous sera conseillé plus loin par la SFAP. La première étape, c'est les auteurs. Pierre Fourcade aime bien cette phrase de grand corps malade. Tout seul, je vais vite, ensemble, on va plus loin. Mais les auteurs, en fait, il va falloir que vous vous posiez la question, c'est avec qui vous voulez travailler et qu'est-ce que les gens avec qui vous allez travailler vont vous apporter. Donc, on ne met pas tous les gens du service, on met les gens qui ont vraiment travaillé sur le sujet et les gens qui veulent Je t'entends travailler perdu sur... là. Pardon? Marie, tu entends Bertrand ou tu l'as aussi Oui, oui, perdu? moi j'entends Bertrand. Je vois que Florence dit qu'il y a quelques micro-coupures, mais en Oui, fait, moi, je l'entends. Oui. ok, c'est bon. Bon. Donc, pour vous dire que les auteurs, en fait, les auteurs, vous les sélectionnez en fonction de ce qu'ils vont apporter au travail que vous allez présenter. Voilà. Et il faut savoir que plus vous avez d'auteurs, plus vous avez des risques que quelqu'un demandera une petite modification, etc., qui va faire que vous ne tiendrez pas le résultat. Euh, D'autre part, pour un poster, vous n'avez droit qu'à 5 auteurs identifiés. Diapositive suivante. Donc, l'important des auteurs, c'est de savoir avec qui vous allez travailler. La deuxième étape, ben voilà, il faut se lancer, c'est l'abstract. Il faut bien vous mettre dans la tête, ça c'est quelque chose, c'est que c'est un travail de rédaction à part entière. Et c'est surtout difficile de faire ce travail de rédaction si vous avez déjà rédigé quelque chose là-dessus. Notamment, si vous avez rédigé un mémoire, résumer le mémoire, c'est savoir le digérer. Et donc, vous ne faites pas de copier-coller de quelques phrases du mémoire pour constituer votre résumé. Vous devez repenser la formulation tout entière. C'est donc une courte synthèse d'un travail ou d'une réflexion qui est achevée. Et là encore, vous devez, on revient à ce que je disais au début, réfléchir au message, à la question et à la réponse que vous voulez faire, le message que vous voulez faire passer. Et aussi un petit peu au public que vous voulez viser. Parce que si c'est un poster très scientifique, vous allez peut-être viser quelque chose, un public plutôt scientifique. Mais si c'est pas un poster scientifique, vous allez viser des aides-soignantes, des kinés, des gens qui sont des bénévoles, des gens qui sont peut-être pas tout à fait au fait de ce que vous faites. Et donc, vous devrez vous exprimer clairement pour eux. Donc, la troisième règle, c'est la première. Faire des phrases courtes, sujet, verbe, complément. La deuxième règle, tu vas un petit peu vite, s'il te plaît. Diapo précédente. Voilà, la deuxième règle, c'est une question et une réponse. La troisième règle, c'est introduction, conclusion, perspective, respecter. Et l'introduction et la conclusion s'écrivent en dernier. Vous ne commencez pas par l'introduction. Ensuite, le matériel et méthode, c'est quisque et commodo, c'est-à-dire qui, comment, pourquoi. Les résultats, c'est des chiffres ou des interprétations et des mots. C'est discuter un peu la valeur des résultats que vous sortez. Et enfin, il faut toujours que les concepts ou les mots que vous utilisez soient explicités au moins une fois. Diapositive suivante. La troisième étape. Diapo suivante, voilà. C'est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire la conclusion et l'introduction. La conclusion, c'est presque le plus facile parce qu'elle découle directement de vos résultats, et pas de vos conclusions, de vos résultats. Et elle doit ouvrir sur des retombées, des perspectives. Et l'introduction, ben, elle situe le contexte et la problématique. Et si vous l'écrivez en dernier, ça vous évite de faire du hors-sujet, de partir un peu sur il était une fois, etc. Et de l'amphégorie, c'est-à-dire utiliser des grands termes, des grands concepts. Enfin, je vous rappelle, la bibliographie, elle doit être pertinente. On ne cherche pas à savoir que si vous avez consulté 50 trucs, ce n'est pas un exercice de montrer que vous avez tout lu sur le sujet. Pour celui qui lit votre abstract, elle doit être pertinente. C'est-à-dire, si c'est quelque chose, se référer à la bibliographie permet de mieux comprendre comment vous avez fait les choses.
Et elle doit être consultable, c'est-à-dire éviter les choses qui sont trop spécialisées. Diapositive suivante. Voilà. Et la dernière étape, eh ben, c'est le titre. On a tendance à penser à commencer par le titre, mais en fait, le titre se fait en dernier. Et c'est la quatrième règle. Un titre, c'est pas une punchline. Et pourtant, le titre va conditionner beaucoup de choses. Ça va déjà donner le thème de votre sujet pour le lecteur de l'abstract, mais quand vous reprendrez ce titre dans un poster, généralement, les gens décident en 15 secondes, essentiellement à la lecture du titre, s'ils vont consulter le poster ou pas. Donc, le titre doit être court, informatif, et si vous voulez, à ce moment-là, au moment du poster, vous pouvez mettre un sous-titre. Voilà. Donc toi, Jeanne, moi, Tarzan, c'est bien pour les lecteurs de Edgar James Burroughs, mais pour les autres, on ne sait pas où ça va nous mener. Après, le titre façon Cyrano de Bergerac, il est très descriptif, mais il est un peu long. Diapositive suivante. Il faut donc trouver un juste milieu. La dernière étape, maintenant, vous avez écrit votre abstract, il va falloir que vous le soumettiez. Alors la soumission, c'est un peu fastidieux. Il faut colliger tous les renseignements avant de commencer, notamment le nom, le prénom, l'adresse mail euh, et l'affiliation et le lieu d'exercice des auteurs dont vous allez, qui sont cités avec vous sur l'abstract. Euh, donc, je vous ai fait un tuto pas à pas en annexe. Vous trouvez, c'est très bien expliqué quand même sur le site de la SFAP, il faut le faire. La seule chose, c'est il faut penser à colliger beaucoup de choses pour pas être obligé de prendre ton téléphone. Allô, Martine, mais ton affiliation, c'est quoi, etc., etc. L'adresse mail aussi est demandée. Diapositive suivante. Donc voilà le tuto. Voilà ce que vous trouvez. Alors c'est sous une autre couleur cette année. Donc vous allez sur appel à communication. Diapo suivante. Et vous suivez. Et alors comme disait Henri Salvador avec la chanson sur Zorro, et alors, Zorro est arrivé sans se presser. Et ben oui, le résultat arrive. Généralement, c'est la deuxième quinzaine de janvier. Vous allez savoir si votre poster, enfin si votre abstract est accepté et si oui, sous quelle forme. Diapositive suivante. Donc, il y a trois hypothèses. La première hypothèse, qui est assez décevante, votre résumé n'est pas retenu pour le congrès. Ça arrive à tout le monde. L'année dernière, j'ai soumis deux abstracts et j'en ai un qui a été refusé. C'était celui que je trouvais le plus intéressant. Donc, vous voyez, on a reçu aussi dans certains congrès des coups de téléphone de gens de soins palliatifs. C'est étonnant que leur abstract n'ait pas été sélectionné. Ben oui, parce que en fait, les lecteurs des abstracts qui les sélectionnent, l'évaluation est complètement anonyme. Donc, on ne juge pas sur les noms, on ne juge pas sur le lieu. Que votre résumé ne soit pas retenu ne veut pas dire que votre travail est mauvais ou inintéressant. Peut-être simplement il n'est pas en ligne avec le thème tout à fait du congrès ou voilà. C'est pas le fait d'être refusé ne veut pas dire que c'est pas mauvais ou c'est pas inintéressant. Et puis vous avez un bénéfice collatéral, vous avez quand même creusé le sujet et comme dit encore Boileau dans l'art poétique, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Rien ne vous empêche de le représenter la fois suivante et surtout peut-être de solliciter des gens qui vous aideront à peaufiner les choses, des médecins de votre service, des gens qui ont peut-être l'habitude un petit peu de publier. Deuxième hypothèse, vous êtes sélectionné pour une présentation orale. Alors généralement, dans les ateliers, la présentation a une durée de 15 à 20 minutes maximum. Pas de panique, c'est vous qui avez potassé le plus le sujet et il est probable et même certain que vous êtes celui ou celle qui le connaît le mieux.
Même si vous êtes néophyte, les publics et les modérateurs sont toujours bienveillants envers les primos orateurs, même les secondos ou les tertios orateurs. Visez plutôt pas plus de 8 diapositives pour 15 minutes. Vous voyez, là, je suis à la diapositive 39 et pour 1 heure de topo. Pas de diapo surchargée d'un texte que vous annonez. Une diapo, c'est pas un karaoké, vous ne lisez pas le texte. Le congrès vous fournit un masque pour le faire et n'hésitez pas à vous faire aider, notamment par des gens qui ont des compétences en informatique pour faire. Il existe des solutions informatiques gratuites comme OpenOffice qui marchent très bien et puis vous le transformez en PDF, il n'y a pas de souci. Diapositive suivante. Et alors, je Enfin, fais comme au congrès, comme au congrès, je te dis qu'il te reste 5 minutes pour conclure oui, quand on fait des communications. Donc, voilà, termine eh ben, je vais être dans calmement en les temps à peu mettant près. Là, les parce qu'on va terminer. principaux, voilà, pour pouvoir avoir un peu de temps à l'échange. Mais Bien voilà, donc, sûr, bien sûr. On va voir je crois que c'est dans les dernières diapos là, parce que le reste après, c'est les annexes que les gens pourront consulter. L'hypothèse numéro 3, c'est votre résumé sélectionné sous une forme de poster. À mon avis, c'est génial. Pourquoi? Parce que le poster, c'est un support de présentation attrayant, parce que c'est un résumé illustré. Et donc, vous avez toute une créativité qui peut s'exprimer dans le poster. Le public est plus large et le poster, ça vous permet au pied du poster que vous devrez présenter des rencontres informelles et des échanges interactifs extrêmement intéressants. Et c'est réalisable avec un simple logiciel de type PowerPoint pour un coût modique. Grosso modo, un poster, quand vous le faites imprimer au format A0, c'est à environ 30 euros. Le format est imposé, je vous dis, c'est le format A0, il y a une grande liberté esthétique, c'est lisible, c'est informatique. Vous pouvez utiliser des QR codes pour apporter des suppléments, etc. Je trouve que c'est un mode d'expression assez génial. Les gens trouvent que c'est un mode de communication low cost. Moi, au contraire, je trouve que c'est un mode absolument génial. Pour information, tous les posters que j'ai présentés à la SFAP, sauf deux en 10 ans d'exercice, en plus de 10 ans d'exercice, tous ont été publiés ensuite dans des articles. Diapositive suivante, enfin dans des revues sous forme d'articles. Diapo suivante. N'oubliez pas que si vous voulez être sélectionné, il faut soumettre un abstract. C'est un peu comme le loto. Si vous voulez gagner au loto, il faut quand même jouer. Et on va essayer cette année une chose, un SOS abstract. Donc vous avez mon mail ici. Et j'essaierai si vous m'envoyez votre abstract, de le lire de façon critique, de vous apporter des conseils de rédaction à deux conditions. Honnêtement, c'est ceux qui n'ont jamais présenté de poster que je peux aider d'abstract, parce que je ne vais pas faire le travail des lecteurs du congrès. Et deuxièmement, ne me soumettez pas votre abstract la veille de la date limite de soumission parce que je ne pourrais pas forcément le faire. Voilà, je sais que si je suis débordé, Bernard pourra me faire. Voilà, dans les annexes, je vous ai mis les exemples de la diversité des sujets, les exemples d'abstracts retenus, vous pourrez les consulter, ça sera peut-être plus lisible de façon en grand écran. Et enfin, vous avez, voilà, c'est un exemple. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles par Bernard et je laisse la place à Marie Danel et à Bernard pour un commentaire des questions, de vos questions, etc. alors, je vais donner la parole Merci à tous. Merci beaucoup, Bertrand. Je vais donner la parole à Marie avant effectivement de dire une ou deux petites choses, mais je vais d'abord vous inviter. C'est maintenant que vous pouvez écrire et poser vos questions dans Q&R. Là, il y a déjà une première question que je vais reprendre juste après, hein, plutôt que dans le chat. Bon, là, on dit merci. Marie, tu as envie de réagir un petit peu, de donner des éléments complémentaires en tant que présidente du groupe scientifique pour cette année? Ouais, déjà vraiment grand merci Bertrand et Bernard d'animer, mais vraiment merci Bertrand pour cette présentation vraiment très intéressante, même pour nous qui allons recevoir les résumés. Je redis la conclusion de la dernière diapo de Bertrand, We need you. En fait, le congrès, bien sûr, on a construit des plénières avec des conférenciers en lien avec le thème
du congrès cette année, hein, qui est comment on va choisir une société qui prend soin, construire une société du prendre soin, de l'interdépendance, de la vulnérabilité. Mais en fait, le congrès, il ne va exister que grâce à vous tous qui allez partager vos réflexions, vos expériences et vos travaux. Donc vraiment, on a besoin et on espère et on attend avec impatience vos résumés et vos propositions. Et vraiment, je redis, je me permets de répéter ce qu'a dit Bertrand. Voilà, proposer une communication, c'est permettre de partager vos expériences, aussi partager vos connaissances, parce que c'est comme ça que tous on avance dans notre pratique. Et j'ai beaucoup aimé aussi, Bertrand, le fait que tu dises que c'est vraiment une occasion d'échange et de contact, y compris autour de nos travaux. Donc, merci de redire que, en fait, tous les orateurs, ceux qui vont présenter des communications, mais aussi les conférenciers, ils sont là pour vous rencontrer et pour qu'on puisse poursuivre nos réflexions ensemble. Effectivement, Bertrand a bien insisté sur sur les 4 formes de résumé qu'on vous propose et on a bien ajouté ce qu'on appelle le partage d'expérience pour que tout le monde puisse trouver un cadre dans lequel il peut partager ses réflexions et son travail, même si on n'a pas conduit une étude. Alors bien sûr, vous avez vu, le partage d'expérience, ça nécessite, comme pour le reste, qu'il y ait une bonne introduction, une bonne explication de questions qu'on s'est posées, une bonne narration et toujours que ce soit étayé par une réflexion, mais vraiment, le partage d'expérience, c'est pour que tous, on puisse approfondir un petit peu la réflexion autour de ce qu'on fait et puis la partager. Alors, la date de soumission, enfin la date limite, c'est le 4 novembre. Donc là, j'ai vérifié, c'est un lundi, 4 novembre à minuit. Donc, on a jusqu'au 4 novembre. Donc, on a encore plein de temps pour soumettre, mais il faut commencer à y réfléchir, effectivement. C'est un week-end de 3 jours, du coup. C'est un week-end de 3 jours, puisqu'il y a le premier qui est. Il Ah y a ben, un, deux, trois t'as raison. Comme ça, on peut ça passer fait, nos 3 jours ça fait entiers à vraiment écrire royal. et à terminer l'abstract. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais juste ajouter? Oui. Bertrand, tu disais bien dans le choix enfin, le groupe scientifique qui va lire toutes vos communications. euh, voilà, on ne sait pas encore exactement comment on va faire puisqu'on n'a pas encore lu tout ça, on n'a pas reçu. Mais c'est sûr que ça va nous intéresser s'il y a des communications en lien avec le congrès. On va construire des ateliers en lien avec le thème, mais aussi on est ouvert à tous les sujets qui concernent les soins palliatifs, nos différentes pratiques. Donc, vous pouvez vraiment proposer des sujets très larges. Voilà, c'est aussi possible. Tu disais, ben, il y a des sujets qui ne seront pas forcément retenus alors que le travail est intéressant. Probablement aussi, quand il y a plusieurs communications sur un même sujet, on devra faire des choix parce qu'il faut qu'on construise des ateliers qui ne seront pas tous sur le même thème. Voilà un petit peu. Donc, je vous rappelle, sinon, c'est du 18 au 20 juin à Lille. Bien sûr, ça va être très, très, très sympa. Il y aura du soleil, évidemment, mais surtout, ça va être un chouette congrès. Donc, de toute façon, même si vous n'êtes pas retenu, vous viendrez, on espère. Merci Marie, merci. Vous avez aimé Bienvenue chez les Ch'tis. Vous allez adorer le congrès à Lille, évidemment. Voilà. Hein, donc, il y a des questions-réponses qui sont dans la. Donc, j'en ai rattrapé une, mais attention, là, mettez plutôt les questions dans les QR. Bonjour du Togo, donc on est suivi jusqu'au Togo et bien sûr, hein, nous sommes aussi très intéressés d'avoir des résumés qui viennent de l'étranger. Hein. Voilà. Donc moi, je voulais effectivement juste redire un petit mot. D'abord, encore dire que c'était vraiment très chouette parce qu'en même temps, tu as donné le panorama global et des généralités et tu allais hein, très dans des détails parce qu'effectivement, ces détails-là sont importants pour la rédaction et pour avoir été aussi président d'un groupe scientifique. Et c'est toujours difficile quand on doit refuser des résumés où on se dit, ah, mais ça a vraiment l'air intéressant, mais la rédaction, franchement, ne permet pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, de savoir ce qu'il y a derrière. Hein, et notamment dans le cadre du retour d'expérience, c'est pas je pense que nous avons vécu, ça nécessite un travail soit de théorisation ou de refroidissement pour
pouvoir montrer quel est comment dire, quel est comment la pensée a été, voilà, a pu réfléchir et comment on peut présenter de façon, alors un peu technique, scientifique, mais au sens large, hein, parce que tout ce qui est psychologique, tout ce qui est éthique, tout ce qui est humain peut aussi être présenté de façon scientifique, c'est-à-dire entre guillemets rigoureuse. Alors, on va passer aux questions, et alors ça tombe très très bien. La première nous vient de Jacqueline, qui est bénévole en soins palliatifs, qui a fait son DU, hein, donc qui est aussi membre d'une association ASP16, qui n'est pas du tout soignante, c'est pas grave, vous avez quelque chose d'important et d'intéressant à dire. Et elle a été invitée, alors là en fait, c'est bien parce que Jacqueline fait la question et donne des éléments de réponse. Elle était invitée par de nombreux membres du corps médical à partager son mémoire, hein, d'où la participation. Alors ça, je crois que Bertrand y a fait allusion. L'objectif, c'est pas de présenter votre mémoire, Jacqueline. L'objectif, c'est de dire dans mon mémoire quelle est la question principale ou une question que je vais pouvoir présenter avec une réponse, comme a dit tout à l'heure Bertrand. Et donc, vous allez construire votre résumé en ayant déjà répondu à cette première question. Et ça tombe très bien. Normalement, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir recours à SOS Bertrand, parce que vous avez des médecins autour de vous, vous avez sans doute un cadre de santé, peut-être une psychologue, hein, et donc là, je crois que même si vous êtes le principal ou la seule autrice, vous allez pouvoir vous faire aider des personnes autour de vous. Et vraiment, il y a ce travail, hein, de choix. Alors, moi, quand je présente un peu la méthodologie pour faire un mémoire, je parle du harakiri du chercheur. Alors, je dirais le harakiri de la personne qui va présenter son résumé, c'est-à-dire que quand vous avez fait une étude ou un mémoire ou une thèse de médecine ou d'autres, on a envie de dire plein de choses. Et là, on est en congrès, donc que ce soit par oral en 15 minutes ou par écrit en poster, ben, on a un message principal à faire passer. Et ça, tu l'as bien dit, je trouve, Bertrand, et ça, c'est un travail, voilà, important et un peu difficile à faire parce qu'on doit laisser de côté certaines choses. Voilà, donc, alors, je vais te poser la question. Alors, il y a une question qui est simple et qu'on va aller très très vite de Florence. Est-il possible de déposer plusieurs abstracts? Bien Oui, sûr. hein, jusqu'à 155, enfin maximum. Voilà. Et puis la question, ça c'est pour toi, Bertrand, des revues de littérature sans résultat d'études personnelles sont-ils aussi recherchées? Des revues de Alors, littérature sans résultat d'études personnelles alors, sont-elles aussi c'est-à-dire recherchées? que la revue de la littérature, c'est comme je l'ai dit, c'est un exercice très spécifique. Très difficile parce qu'une revue de littérature, généralement, ce sont des équipes entières qui s'y collent pendant. C'est vraiment pour faire le point sur tout ce qui a été publié sur un sujet donné. Et donc, généralement, on sélectionne des milliers d'articles, on en élimine la plupart, on se retrouve avec 200 articles, des études multicentriques, dont il va falloir juger la pertinence en fonction des grades de spécificité, etc. Voilà. Donc, une revue de littérature, c'est possible pour répondre à une question donnée, mais l'intérêt, il faut d'abord que cette revue de la littérature soit pertinente. S'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait en anglais, par exemple, une revue Cochrane, c'est peut-être pas très, très utile. Euh, voilà, c'est un exercice de style. Par contre, si la question que vous posez est vraiment intéressante, parce que la revue de la littérature, c'est finalement, est-ce qu'on sait enfin, qu'est-ce que la science sait actuellement sur une question donnée? Voilà. Mais cette question peut être une question qui ne résulte pas d'une étude. Ça c'est pas, c'est un thème en soi, la revue de la littérature. Par Alors contre, ça, c'est vrai oui. que quand on pose une question donnée dans une étude, on fait quand même une revue de littérature parfois beaucoup plus succincte et beaucoup plus euh, acérée, si je puis dire, pour répondre dans la discussion, pour comparer ces résultats aux résultats de la littérature. Et ça, c'est pas une revue de littérature. En commentaire, je voudrais peut-être juste dire qu'effectivement, hein, donc les propositions, les exemples qu'on a donnés,
ils ont un double objectif qu'on recherche toujours dans les congrès de la SFAP, c'est en même temps augmenter autant que faire se peut la qualité scientifique du congrès, hein, donc c'est-à-dire la qualité des recherches, des présentations, et en même temps essayer de donner la parole au plus de monde possible, de professions, y compris des bénévoles, comme on l'a vu avec Jacqueline. Et donc, voilà, c'est un exercice un petit peu euh, d'équilibre et d'équilibriste. Et alors là, on va répondre à la question de Pauline, hein, qui dit, alors ça c'est une question intéressante, je vais donner un élément de réponse et je crois que Marie pourra répondre aussi pour cette année. Lors de la soumission de la fac, alors j'en profite juste pour dire que continuez à poser les questions parce que, hein, ça va bientôt se terminer. S'il y a des questions que vous vouliez vraiment poser, c'est le moment de le faire. Donc, faut-il mentionner si nous souhaitons faire une communication orale ou écrite, ou peut-on proposer les deux pour avoir le plus de chances de valoriser notre travail? Je ne sais pas s'il faut cocher cette année. Je sais que ça a été des... Je ne pense pas. En général, vous êtes réputé, enfin, un résumé est réputé pouvoir être choisi en poster et ou oral. Et en fait, en général, ben, on a un certain nombre limité de communication orale en fonction du nombre d'ateliers où il y a 3 présentations, hein, par atelier, avec trois ou quatre séries sur le congrès. Et donc voilà. Après, si vous n'êtes pas reçu en oral, vous pouvez être reçu en poster. Je sais pas, il y a quelque chose de spécial là-dessus, En fait, oui, Marie, cette année? effectivement, tout à fait, Bernard. C'est les comités de lecture là qui vont proposer de le présenter plutôt en communication orale ou en poster. Alors, par contre, je ne sais pas s'il y a quand même une case où on peut cocher pour faire une première proposition quand on soumet l'abstract. Je le propose plutôt à l'oral ou à l'écrit. Ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir absolument à votre stratégie. Il n'y a pas besoin de proposer les deux parce que c'est le groupe scientifique qui va plutôt le proposer soit en poster, soit en communication orale. Et puis, c'était vraiment bien, Bertrand, que tu précises qu'il n'y a pas un grade de qualité. Quand on a une communication, c'est que c'est mieux quand on est retenu pour un poster, parce qu'il y a vraiment des sujets qui se prêtent beaucoup mieux à des posters. Donc, il faut vraiment comprendre que les deux sont des formes intéressantes de communication de vos travaux. J'ai vu que Oui, j'ai vu que Bénédicte Leclerc était dans l'assistance. Si elle veut répondre à la question euh, orale écrite, elle peut le faire. Oui, Bertrand, pardon, tu voulais dire quelque chose? euh, oui, j'ai mis par exemple dans les exemples, ben, on peut par exemple sur un poster, un philosophe qui est André Richard, qui a parlé au Congrès de Poitiers cette année, il a fait une plénière, a présenté un de ses travaux sous forme de poster parce qu'il avait été sélectionné en poster. Et de mémoire, en fait, on ne choisit pas si on veut un poster ou une C'est ça. communication. Et aussi, on s'engage en proposant un abstract à le présenter à la SFAP s'il est sélectionné, quelle que soit la forme. C'est un contrat moral. Alors, une autre question de Bernard. Peut-on proposer des thèmes déjà publiés dans une revue par l'auteur? Donc, c'est-à-dire présenter un article qu'on a déjà présenté, bien sûr, hein, il y a pas de, au contraire, c'est presque, enfin, ça veut dire que le travail a déjà été publié par écrit, ça veut dire qu'il a déjà été accepté dans une revue, donc il est plutôt de qualité. C'est pas forcément parce qu'il a été reçu dans la revue que il va être reçu, même si c'est plutôt favorable. Ça va dépendre aussi de la façon dont le résumé va avoir été écrit et dont hein, le groupe, le jury du groupe scientifique va évaluer par rapport aux critères hein, du congrès. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Marie, à un moment donné, il y a parfois des thèmes voilà, qui vont être favorisés parce qu'il y a déjà deux résumés sur un thème et qu'on cherche un troisième sur le même thème. Voilà. Et puis alors, il y a une question de Sophie qui est diététicienne dans un centre hospitalier, qui souhaite pour la première fois, et c'est très très bien, soumettre un abstract. Est-il nécessaire, voire indispensable qu'il y ait plusieurs auteurs? Pas du tout. Pas du tout. Ou il peut y avoir un seul auteur. Après, vous le savez aussi bien que moi, en médecine palliative, en soins palliatifs, on travaille souvent en équipe, donc
voilà, si c'est une étude personnelle, ça peut être personnel. Si c'est fait un travail d'équipe à plusieurs, c'est toujours aussi intéressant de montrer la pluriprofessionnalité. Mais même si vous êtes le seul auteur, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes vraiment encouragé et c'est quasi indispensable, surtout si c'est la première fois que vous le faites. Alors faites-le relire par plusieurs personnes, vos collègues professionnels qui connaissent la question, éventuellement par monsieur et madame tout le monde, votre belle-mère, si vous en avez une, votre conjoint, votre quelqu'un qui éventuellement, soit qui a l'habitude ou pas du tout, pour, voilà, parce que ce qui est important, on peut le redire, c'est que normalement, et c'est vrai, certaines de tes réflexions allaient dans ce sens-là, il me semble, Bertrand, toi tu disais je comprends pas le moipeau et tout. Normalement, il faudrait que quelqu'un qui ne connaît pas du tout la discipline ou votre discipline puisse comprendre aussi assez aisément le propos que vous voulez tenir, même s'il faut aller voir dans le dictionnaire un ou deux mots parce qu'il est un peu technique, voilà, il faut que le résumé soit suffisamment clair, ne soit pas abscon ou qu'on ne sait pas très très bien de ce qui se cache derrière. Alors du coup, ça veut dire que les psychologues ou parfois il y a des termes un peu techniques, mais ça, c'est pas un problème, c'est plutôt ce que le jury va quand même, auquel il va être attentif, c'est la méthode, hein. Tu as dit beaucoup, c'est la méthode de réflexion, de présentation, d'écriture. Voilà, c'est un peu un exercice contraint. Ça peut un peu énerver. Il y a un cadre, dans lequel il faut entrer pour le résumer, aussi pour pouvoir comparer et pour pouvoir se faire une idée. Ce qui ne veut pas dire, une fois de plus, que parce que c'est pas retenu ou que c'est écrit différent, ce n'est pas valable. C'est pas ça. Voilà, c'est un exercice contraint lié à un résumé d'un congrès de la SWAP. Voilà, c'est un peu, Et hein. c'est pour ça qu'il est intéressant que les groupes de lecture soient des groupes pluriprofessionnels. Je Mm. confirme, hein, on a déjà constitué nos groupes et Parce que c'est toujours ça plus. permet le fait qu'il y ait Voilà. C'est ça. Oui, oui. Par exemple, le médecin va pas, ou l'infirmière va pas mettre forcément, enfin, même s'il met une note, enfin, une note ou une appréciation un peu moindre, par exemple, si le bénévole ou le psy qui va faire partie, ben, elle va rehausser la note moyenne et donc il y aura un échange, on dit, voilà, hein, bon, à un moment donné, il y a une décision qui est prise. Voilà. Alors, il y a une question de voilà, Christelle qui demande d'en dire, si pouvez-vous en dire plus sur les objectifs pédagogiques qu'il faut remplir. Alors, les objectifs pédagogiques, tu vois ce que ça veut dire là dans ce ah cas-là, oui. Bertrand? Je, je vois. C'est en fait à la fin de la soumission, on doit Ah, citer les objectifs pédagogiques de cette communication. En fait, c'est l'objectif pédagogique, c'est l'intérêt de la communication. C'est par exemple amélioration des pratiques. Euh, Ça peut être euh, évolution d'autres choses, amélioration du cadre de vie, réfléchir à l'importance de telle ou telle chose voilà, c'est pas, alors, pédagogique, c'est assez large, hein, c'est à comprendre de façon hmm. assez large. Mais l'objectif pédagogique, alors ça, c'est quelque chose que vous êtes invité aussi à faire quand vous donnez des formations. Le risque, c'est que quand on fait une formation, quand on fait un abstract, un résumé, on fait du contenu. Et l'objectif pédagogique, alors ça, c'est toujours quelque chose à faire avant. C'est un autre exercice intellectuel un peu rébarbatif et compliqué, hein. C'est de dire enfin, qu'est-ce que je voudrais que la personne ait acquis ou ait compris quand j'aurai fait, alors mon cours, si c'est de la pédagogie, ou aura lu mon poster, ou aura écouté mon, hein, Voilà. voilà, je sais pas moi, il faudrait donner un exemple comme ça, sur la douleur, c'est pas, ce serait, sur le plan pédagogique, ce serait avoir des repères pour faire la différence entre une douleur nociceptive et neuropathique. Alors, sur un poster ou sur une communication, c'est en fonction du thème, je sais pas, sur le midazolam, hein, ce serait d'essayer de traduire en objectif pédagogique le contenu du poster. Alors ça, c'est Calliope qui demande ça, hein, Calliope qui est donc, en fait, tous les congrès de FAP sont validés Calliope, c'est-à-dire c'est obligatoire au niveau global de la France. C'est les repères pédagogiques pour que le congrès puisse être considéré
comme un événement de formation permanente, validé et validant pour les formations continues. Et donc, c'est effectivement un exercice encore un peu particulier qui est demandé. Oui, Marie, vas-y, Oui, je complète un voulais peu. rassurer parce qu'effectivement, les objectifs pédagogiques sont vraiment demandés parce qu'on doit toujours entrer dans la certification Calliope, mais c'est pas, ça va pas être le critère Voilà, principal de choix du résumé pour nous. Autant sur le reste, Bertrand l'a bien dit, la clarté des termes, la clarté de la structure, ça va être très important de bien y penser. Sur les objectifs pédagogiques, faut pas vous mettre trop de stress. Voilà. c'est vrai. Alors, pour le moment, je ne vois pas plus de questions. Voilà, par exemple, sur un sujet d'ordre peu, un peu psychologique ou philosophique. Là, je pense par exemple à cet article sur l'attachement et la relation voilà, qui a été fait. Mais l'objectif pédagogique, c'est sensibiliser à justement à cette problématique de l'attachement et de la proximité, de la juste Voilà. distance. Ça suffit comme objectif pédagogique, hein. Et comme vient de le rappeler Marie, ça ne rentre pas en compte dans la sélection du résumé. C'est plus, en fait, vous, en fait, grosso modo, une fois que vous aurez fait votre exposé ou que vous aurez fait votre poster, quelqu'un l'aura lu, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait retenu de tout ça? À part votre nom. Mais ça, c'est pas un objectif pédagogique. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il ait retenu de tout ce que vous avez apporté? Et vous le dites tout simplement, même si c'est pas dans des termes choisis, c'est pas grave. Là encore, on sent le côté sincère et véridique de votre démarche. Alors, pour la question, pour se présenter, doit-on joindre un CV? Non, pas de photo non plus, que je sache, en tout cas pas les années précédentes, Alors, hein. il est demandé pour l'auteur Ah, le premier auteur, il est demandé un court, pas CV, mais une courte présentation. Où est-ce que vous travaillez, etc. Si vous avez un parcours particulier qui explique un peu pourquoi vous en parlez. Voilà, par exemple, ancien SDF devenu professeur des universités, ben c'est intéressant à citer parce que, non mais, tu vois ce que je veux dire, mais oui, au professeur des universités, actuellement SDF, c'est intéressant aussi. Il aura quelque chose d'intéressant à partager. Ça va dans les deux sens, c'est juste ça que voilà, je surtout voulais. dans un congrès, dans un congrès social. Non, mais c'est pour dire, voilà, il s'agit pas de faire une biographie, mais il s'agit de dire un petit peu, d'abord, qui vous êtes, quelle est votre profession, et voilà. Mais c'est pas un vrai CV, comme il demande aussi comment ça s'appelle, une liste bibliographique. C'est si vous avez déjà publié, vous pouvez citer quels sont vos centres d'intérêt, mais vous n'avez pas à donner les publications que vous avez faites, hein. Voilà, je crois qu'on Donc ça arrive tout peut être laissé, doucement. c'est très simple. Par contre, pour la photo, il n'y a pas de photo. Il y a juste une dernière question, mais qui est sur le Ah, chat d'une doctorante en philosophie qui se demande quel degré de vulgarisation il faut apporter sans déformer son travail de recherche. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, les travaux des philosophes, on veut vraiment les recevoir et les mettre en valeur. Donc, surtout, merci de proposer une communication. Je pense que ça rejoint la question tout à l'heure, par exemple, du MOIPO que tu avais pris comme exemple, Bertrand. À chaque fois qu'il y aura des concepts que tout le monde ne connaît pas, en fait, le travail de celui qui présente, ça sera de les expliciter, pas de les effacer. La question, ce sera pas là, mais de savoir bien les expliciter. Alors, dans l'abstract, forcément, il faudra être très succinct, mais après, dans la communication, vraiment, le but, c'est pas de simplifier ou de déformer les travaux de recherche, surtout en philo, mais plutôt de pouvoir nous les transmettre à nous qui ne sommes pas philosophes. Donc, vraiment, merci. voilà, Vous voilà, c'est voulez ça, bien ça c'est le plus présenter. important, parce que ce n'est pas un congrès de philosophie, c'est un congrès de médecine palliative et d'accompagnement dans lequel effectivement une approche philosophique va être très intéressante et va être attendue, et donc il faut que l'auteur, je dis philosophe ou autre, ou juriste, ou même médecin, puisse parler avec des mots que les autres professions puissent comprendre, même s'il y a bien sûr une spécificité, une spécialité, puisque il y aura des ateliers plus médicaux, plus philosophiques, plus voilà. Donc c'est un peu voilà un entre-deux. Et je terminerai juste par dire aussi qu'un certain nombre ça c'est très important aussi, il me semble, de résumer
ne sont pas acceptés pour l'année faute de résultats. Et donc là, il y a un certain nombre, souvent une dizaine, au moins une dizaine de résumés pour lesquels les auteurs reçoivent un mail en disant, voilà, nous ne pouvons pas l'accepter cette année parce qu'il n'y a pas les résultats, mais représentez-le l'année prochaine avec les résultats. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Voilà, je crois s'il n'y a plus de questions, on va en rester là. Un grand merci encore à Bertrand. Oui. Merci Marie de nous avoir rejoints. C'est la première année qu'on a eu l'idée voilà, d'inviter la présidente du GS et c'était une très bonne idée. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et assisté. Et puis alors, ben, rendez-vous du 18 au 20 juin, c'est ça? Tout à fait, avec une À petite Lille. info en avant-première pour ceux qui ont écouté le webinaire, puisque vous êtes tous des futurs chercheurs, même si vous êtes des soignants cliniciens. Il y aura une petite rencontre avec experts, vous savez, le matin entre 8h et 8h45, qui va s'appeler la recherche pour les non-chercheurs. Donc ça sera pour continuer vos travaux de recherche et continuer à publier. Merci à tous. Super. À bientôt Marie. Merci Bertrand. Merci. Au Au revoir. Merci à revoir. tous. Bon, je mets fin. Hein, je mets fin. Oui, oui. Merci Marie Merci, quand hein. même de nous avoir consacré ce temps, parce qu'avec Ah, l'organisation mais du non, congrès, c'est un gros boulot. mais non, On va arrêter c'est vous qui l'enregistrement. nous permettez de, voilà, Je sais de pas. participer à l'organisation.